a consacré sa vie dans cette région, dans le village de Heiden, pas très loin d'ici. Il y a peut-être même des élèves d'Heiden ici, aujourd'hui. Il y a plus de 35 ans, 40 ans. Son objectif prioritaire a été de développer ce village. D'abord l'eau, bien sûr. Sans l'eau, il n'y a pas de vie, vous le savez bien. La santé et l'éducation. Il a investi de son temps, de son énergie avec l'ensemble de sa communauté et les membres du village à créer une maternelle, un cours élémentaire, un collège pour permettre à tous les enfants de la zone qui font 7, 8 km ou 5 km à pied de venir à l'école et de grandir intellectuellement et de devenir des jeunes comme vous aujourd'hui, maîtres de leur situation un jour et d'avoir un métier. Et ça, c'est fondamental. L'éducation, c'est l'avenir de chacun et de chacune, et c'est l'avenir de votre pays. En plus, c'est un homme d'une grande ouverture, un intellectuel, qui a fait ce choix de venir habiter dans cette zone, qui aurait pu rester à Dakar, avoir des fonctions hautes, à l'université autre part, lui qui a dit « je dois me consacrer ma vie pour permettre aux gens de cette région d'avoir du travail et aussi accéder à d'autres possibilités ». C'est une personne d'une grande réflexion religieuse, intègre au niveau de sa façon de vivre. Quand je dis ça, c'est de dire que pour lui, il est resté humble par rapport à son comportement et tout était dédié aux autres. Et moi, quand je suis venu ici, au fil des années, j'ai trouvé qu'il était important à travers ce roman, de montrer un exemple de développement à la fois économique. Il a monté avec toute son équipe un centre artisanal. Ce que je porte vient du centre de métier d'Heiden, qui se vend aussi au Sénégal, mais qui se vend en Europe. Et il a permis aussi à des générations maintenant de jeunes de pouvoir évoluer et aussi peut-être pour certains de revenir travailler dans cette belle région. Alors voilà l'origine du livre. Et l'origine du livre, vous l'avez évoqué indirectement. C'est un homme entre moi, chrétien, et lui, Sophie. Nous avons cheminé tous les deux pendant des années, nous avons discuté, palabré, comme on dit peut-être. Et un jour, il me dit tout simplement, vous savez, il était très simple d'abord, hein, on discutait à tout moment du jour, peut-être même des fois le soir. Hein. Bon, il faut peut-être écrire quelque chose entre nous. Et voilà, on a ensemble écrit les passages qui sont un dialogue entre lui, Sophie, et moi, et qui est dans le livre. Ensuite, moi j'ai imaginé en tant qu'auteur l'histoire que vous avez très bien décrite. Ces deux voyages. Vous savez, vous êtes dans un pays qui a des difficultés. Quand je vous vois là, je suis heureux parce qu'il y a 37% des enfants moins de 10 ans qui ne savent pas ni lire ni écrire au Sénégal. C'est vous l'exemple. La continuité de son action, que les jeunes aillent à l'école. Et il y a aussi, bien sûr, des associations qui soutiennent et qui permettent de ce développement scolaire. Vous le savez peut-être, mais la moyenne d'âge
Au Sénégal, vous savez quelle est la moyenne d'âge au Sénégal? Une idée? Allez, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire un chiffre, non? La moyenne d'âge? La moyenne d'âge au Sénégal, elle est combien? Moyenne d'âge 19 ans. Vous voyez? Population très jeune. Vous êtes 19 millions d'habitants. Et les moins de 35 ans représentent 75% de la population. Donc c'est un peuple jeune, plein d'envie, plein d'enthousiasme, à votre image. Et il y a des gens qui aujourd'hui prennent des pirogues. Il y a des jeunes qui prennent des pirogues. Vous l'avez évoqué, le livre consacre un voyage en pirogue, non pas un voyage touristique, un voyage de galère, la peur au ventre, la peur de mourir. Il y a, à notre connaissance, quelques jours, une pirogue avec 300 personnes, on ne sait pas où elle est. On ne sait pas où aller sur cette mer maritime, sur cette route maritime la plus dangereuse du monde. À peu près 1500 km de traversée, 6, 7 ou 8 jours selon les conditions climatiques, et des jeunes partent au risque de leur vie. Au mois de décembre, dans la nuit du 23 au 24 décembre, donc il y a peu de temps, il y a moins d'un mois, une pirogue est partie d'Edbourg, il y a eu un naufrage, il y a eu 10 morts officiellement, 30 rescapés et 200 personnes dont on ne connaît pas leur devenir, on ne sait pas où ils sont. Vous imaginez? Cette voie maritime, c'est en moyenne 30 000 décès par an. C'est 30 000 personnes, soit du Sénégal, soit des pays de l'Afrique de l'Ouest, qui veulent aller vers l'Eldorado. Alors j'ai écrit ce livre aussi pour que les pays d'Europe comprennent vos difficultés, comprennent votre situation de vie, et aussi se rendent compte que si ces personnes prennent ces risques, ce n'est pas de gaieté de cœur, ce n'est pas parce qu'ils veulent passer un séjour touristique, c'est qu'ils veulent avoir un devenir. Aujourd'hui, il y a un chômage des jeunes de 27%. Il y a de la pauvreté de 37% dans ce pays. Tout ça fait qu'aussi les jeunes partent. Et les pêcheurs, il y a des améliorations depuis le nouveau gouvernement, mais il y a quand même la pêche artisanale qui a subi les grandes conséquences des accords européens et aussi des bateaux usines chinois. Donc, on souhaite de tout cœur que les pêcheurs de la pêche artisanale puissent reprendre leur activité et donnent du travail à toute la filière de la pêche. Et ça sera sûrement au moins le départ. Ce livre est aussi un moyen de découvrir pour les Occidentaux ce que moi, vous m'avez permis de m'enrichir. Parce que je me suis enrichi grâce à vous, grâce à votre culture, vos traditions culturelles, au plat, la cuisine, bien sûr, mais aussi à votre façon de concevoir l'autre, le respect de l'autre, l'hospitalité. La teranga, ce n'est pas un vain mot, c'est une réalité. Elle existe chez vous ici, la fraternité. Je n'ai jamais vu, depuis que je viens tous les ans, avec une épouse qui est responsable de l'association de solidarité auprès du village d'Elben, j'ai jamais vu une personne qui passait sans l'accueillir pour manger autour du bol, pour l'accueillir, parler avec lui, pour l'aider s'il y avait lieu à l'aider. On n'a pas ça, nous, en France. C'est pas comme ça du tout. Et je voulais, à travers cet ouvrage, modestement, montrer quelles sont les formes de fraternité que vous avez. Cette forme importante que l'être humain est au centre de nos relations. C'est lui
qui est le devenir d'une société. Moi, je suis pour une fraternité universelle. Il est important de se connaître votre culture, connaître votre façon de vivre, connaître aussi vos origines. Et c'est mieux, à partir de là, de se comprendre et de s'accepter. Thierry Carembo prenait la non-violence, la paix. Moi, chrétien, la spiritualité franciscaine, Saint François d'Assise, c'était la même chose en 1200 et quelques. C'était être au plus près des pauvres, au plus près de ceux qui ont besoin, et aussi apporter l'humilité, la désappropriation de soi pour être disponible aux autres. Et ça, c'est fondamental. Vous avez cette richesse ici, grâce à cette communauté, communauté de travail, communauté d'action, communauté de projet. Et c'est ça que je voulais, à travers mon livre, décrire. Et en même temps aussi votre richesse du pays, parce que Michel, le narrateur, il voyage et il fait découvrir la richesse de notre pays. Je finirai par quelque chose, si vous permettez, c'est le baobab. Le titre du livre, le baobab du cœur. D'abord, c'est un symbole important pour vous, n'est-ce pas? Deuxièmement, le baobab, il représente beaucoup de choses. Vous allez me dire si je me trompe, hein, parce que je peux me tromper. La longévité, la solidité, celui à qui on se confie, celui à qui on parle, on va palabrer. Et dans le livre, c'est un lieu de confidence, c'est un lieu de partage. Et puis, c'est vraiment le symbole de la fraternité dans un village, dans un quartier d'un village, où les gens se rassemblent. Et pour moi, je l'ai intitulé le baobab du cœur pour la simple raison. Il joue un rôle dans ce roman, on se retrouve autour du baobab à plusieurs reprises. Et lorsque Michel finit son voyage de 15 jours dans cette région, la communauté entoure la voiture, Thierry Carembo va le voir, vient lui dire au revoir, et lui offre un baobab. Et ça, vient d'un geste du cœur. Le cœur, c'est important, c'est fondamental. C'est nous qui exprimons quelque chose. Je vous exprime quelque chose aujourd'hui à partir de mon cœur, ce que je ressens. Je ressens beaucoup d'émotions, beaucoup de richesse humaine en vous voyant vos yeux, vos regards, vos visages magnifiques, votre beauté. Et lorsque Babacar Mbo a offert à Michel ce baobab, j'ai dit immédiatement, c'est le baobab du cœur. Et la vie, c'est ça la vie. C'est transmettre avec soi-même, avec ce que nous sommes de l'intérieur et du cœur, l'amour, la compassion, aimer ce qu'on aime par rapport aux autres, aimer ce qui nous entoure, et surtout la fraternité entre nous. C'est fondamental, c'est l'avenir de notre société, la vôtre, et aussi l'avenir fraternel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Michel, pour vraiment ce bel exposé. Et vraiment, bon, nous devons vraiment le remercier parce qu'il a parlé beaucoup de bien du Sénégal. Certes, il ne fait pas, en tout cas, d'état de notre société, mais au-delà de cet état-là, il a parlé de la diversité, de notre diversité culturelle, de notre richesse culturelle. Il a parlé vraiment de beaucoup de choses.
Et ce livre-là, c'est un livre qui va parcourir le monde. Et il voyage avec la culture du Sénégal en même temps. Parce que dans ce livre-là, c'est la culture du Sénégal qui est décrite. Donc vraiment, nous vous remercions pour tous ces mots de bien, en tout cas, que vous parlez à l'endroit du Sénégal. En tout cas, nous vous remercions. Et vraiment, à travers votre intervention, nous avons beaucoup appris. Vous avez déjà parlé de quelque chose qui est purement philosophique, parce que quand on parlait de l'eau et source de vie, je pense que c'est une pensée purement philosophique, parce que nous connaissons Thalès avec cela, parce que Thalès a toujours montré que effectivement c'est l'eau qui est à l'origine de tout ce qui existe, parce que sans l'eau, il n'y a rien qui peut exister. Alors là également, vous parlez du cœur. Effectivement, je vois dans votre livre un passage qui exploite bien cette question-là. Alors maintenant, là nous sommes au niveau du dernier virage, c'est-à-dire au niveau des questions du public. Et par rapport à ces questions, bon, je vais commencer par moi-même, parce que moi j'ai lu le livre, Seigneur également a lu le livre, mais nous ne lisons pas le livre de la même façon. Lui, il lit le livre de façon littéraire, moi j'ai lu de façon philosophique. C'est-à-dire que moi je lis en cherchant des problèmes. Et j'ai vu beaucoup de problèmes vraiment qui mériteraient qu'on s'y réfléchisse quand même. Alors, donc je vais commencer par moi-même, parce qu'il y a un passage. Vraiment, je voudrais que vous m'expliquiez un peu ce passage-là. C'est là où Serigne Babacar Mbow dit, je voulais te dire que je doute selon les moments de Dieu. Je me demande toujours pourquoi il permet autant de cruauté dans le monde. C'est-à-dire que donc, comme si Serigne Babacar lui-même doutait de l'existence de Dieu. Alors, comment maintenant Serigne Babacar Mbow, en tant que grand, vraiment, savant, ou bien en tout cas grand marabout, puisse douter de l'existence de Dieu. Alors nous savons que douter de l'existence de Dieu, c'est presque être sur la porte de sortie de la croyance. Alors on le dit pour nous, douter aux yeux de la religion, c'est se placer dans les conditions prochaines de ne plus croire. Donc qui doute ne croit plus. Alors donc comment Serigne Babacar Mbow en tant que fervent croyant de Dieu puisse douter de l'existence de Dieu? Là il y a un problème. Alors l'autre problème c'est que je vous vois parler des termes purement philosophiques, sagesse. Vous prenez trop souvent le terme sagesse. Et on a comme l'impression que vous tracez une dichotomie entre sagesse et vérité. Parce que j'ai vu ici, là où tu dis, je voudrais aller plus loin en intégrant l'importance de la sagesse pour accéder à la vérité. Alors, intégrer la sagesse pour accéder à la vérité, cela, ça semble qu'il y a une dichotomie entre la sagesse et la vérité. Alors que la sagesse et la vérité, c'est la même chose. Ou bien purement en philosophie. Parce que la sagesse a deux dimensions en philosophie. Elle est la vérité, elle est la connaissance, mais elle est en même temps l'art de vivre, c'est-à-dire l'attitude et le comportement. Alors donc, pourquoi vous tracez une dichotomie entre sagesse et vérité? Donc ça également, c'est une question. Donc voilà, pour ne pas monopoliser la parole, et je voudrais qu'on mixe un peu les choses. Qu'on ait des questions du côté, par exemple, des invités, des questions du côté des élèves et également des questions du côté des collègues ici présents. Voilà, donc maintenant, la parole est là. On va commencer soit par les élèves, si vous avez des questions. Maintenant, on peut vous donner la parole pour que vous puissiez poser des questions. Si également les collègues ici présents veulent prendre la parole pour poser des questions également, on peut leur donner la parole. Ou bien les invités, les inspecteurs, bien monsieur, maintenant le principal. Voilà. Bonjour à tout le monde. Je vais commencer mes propos par remercier Monsieur l'inspecteur, Monsieur l'écrivain Patrick Gérald, ainsi que ses invités qui ont voulu vaquer à leurs préoccupations, qui ont accepté du moins à vaquer à leurs préoccupations pour venir assister à cette journée si importante. Mes remerciements également
chaleureux vont à l'endroit de M. Sall et de M. Ndiaye, qui sont respectivement le modérateur et l'exposant. Je vais commencer également, je vais terminer du moins par remercier Ndiaye à nouveau pour ce bel exposé qu'il nous a présenté. Moi-même, après l'avoir écouté, j'en ai beaucoup appris. M. Ndiaye, je vous remercie encore. Donc, je l'ai dit tantôt à M. Salve, pratiquement j'avais une question, mais je pense que M. Jérôme y a répondu. Donc, c'est que je tenais juste à faire une petite intervention par rapport au livre. Donc, par rapport à la narration, je pense que M. Ndiaye a déjà parlé de l'essentiel. Et personne ne peut être plus clair, plus précis et plus pertinent que lui-même, d'après ce qu'il vient de nous présenter. Donc, ce qui m'a retenu après la lecture de ce livre, c'est deux dimensions, ou bien deux aspects. L'aspect réaliste et, je peux dire même le style du moins, le style réaliste et le style classique. Quand je parle du réalisme, comme l'a si bien dit Ndiaye, donc c'est un mouvement qui aurait soutenu, qui soutenait du moins que l'écrivain devrait maintenant se documenter, se servir du moins d'une documentation rigoureuse et soigneusement rassemblée afin de disposer des éléments nécessaires donc pour évoquer les faits sociaux dont il aimerait parler. Et je pense qu'à travers ce livre, cette documentation a été bien faite. Moi-même, après l'avoir lu, je vois des faits qui relèvent de la réalité à travers des dates, à travers également la rencontre de Serigne Touba et de Mame Cheikh Ibrahima Fall, et également des noms de lieux comme Dakar et tout ça. Le style classique, donc, qui voudrait que l'écrivain se base donc de la part du moins de la simplicité, afin de dire maintenant les idées de façon claire et précise au point que le lecteur ne soit pas confronté à des problèmes de compréhension. Également, c'est ici également, je l'ai noté. Parce que quand tu lis le livre, facilement tu comprends ce que veut dire l'auteur. Donc, les questions, les thèmes que M. Ndiaye a évoqués, je pense que l'essentiel a été dit. Moi-même, j'aimerais les actualiser par rapport à notre contexte. Supposons si nous partons maintenant, si nous évoquons du moins le thème de l'immigration, je pense que l'auteur, après avoir indiqué les raisons pour lesquelles souvent les jeunes, malgré les risques qu'ils encourent en menant ce voyage périlleux, continuent à le faire, il a proposé des solutions. Ce sont ces solutions que je retiens le plus, à savoir les licences de pêche, que l'État y revienne, les revoirs du moins, à travers également le taux de chômage que l'État devrait faire tout pour le combattre. Et également le thème de la condition de la femme. Je pense que l'essentiel a été dit, parce qu'après avoir écouté M. Ndiaye, il a passé en revue toutes les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées. Mais en nous basant sur les cas de Kadia, de l'autre là, de Fatou, donc l'État a proposé des solutions. Parce qu'on aimerait que maintenant qu'il y ait des changements, que la femme ne soit plus considérée comme quelqu'un qui va rester à la maison, afin maintenant de remplir les tâches quotidiennes. Donc, la femme devrait être quelqu'une de d'émanciper, quelqu'un maintenant qui travaille à ce qu'elle devienne autonome. Il y a des propositions également à ce niveau. Autre chose également, c'est du point de vue culturel. Du point de vue culturel, on note maintenant à ce niveau que M. Gérald moins, bien que français, est venu ici en Afrique. Et pour qu'il n'y ait pas de problème entre les deux, il s'est bien adapté à la culture africaine. Donc il a bien adapté à la culture africaine à travers même les langues. Parce que même dans l'œuvre, on voit qu'il y a des mots qui sont utilisés, des mots d'origine olof. Tchéboudienne, Yassa, même si parfois, il revient après pour essayer de l'expliquer en français. Donc ça montre que M. Jérôme est attaché aux valeurs africaines de façon générale, de façon particulière aux valeurs sénégalaises. Donc par les filles. Et ce que j'ai retenu également par rapport au thème de l'interculture, de l'interreligieux. Parce qu'également il y a deux personnages.
il y a d'une part Michel, il y a d'autre part l'autre là, Serigne Babacar Ndao, qui sont d'obédiences différentes, mais ils sont parvenus au moins à se retrouver. Donc ce sont des gens maintenant qui ont parlé, malgré leurs différences de culte, on est parvenu à trouver que donc, les personnes, bien que certains soient chrétiens ou bien musulmans, ils ont maintenant des valeurs universelles qu'ils partagent à travers l'amour du prochain, l'humilité et le travail, l'espiritualité. Et de façon didactique, du point de vue didactique, il y a également deux thèmes dont j'aimerais parler. À travers le thème de la patience. Pour vous dire, je pense que M. en a parlé tout à l'heure. Pour vous dire que dans la vie, on ne peut pas se lever du matin au soir pour obtenir tout ce dont on a besoin. Dans la vie, il faut être patient et il a conscientisé les jeunes pour qu'ils ne tentent pas maintenant cette aventure périlleuse ou bien au point de se jeter dans la gueule du loup, donc pour essayer de réussir financièrement. Et même si, donc, si on fait ce voyage, il y a rien qui nous garantisse qu'au finish qu'on va réussir. Le cas de Jack en est une parfaite illustration. Lui-même, bien que arrivé en France, se trouve dans des conditions misérables, avec un salaire qui ne lui permet pas maintenant de subvenir aux besoins de sa famille et qui est sur le coup de l'expulsion à tout moment. L'autre thème que j'ai retenu, c'est également le travail. Pour vous dire que dans la société, que ce soit africaine ou occidentale, quel que soit maintenant les statuts que nous occupons, nous devrons faire tout pour avoir une activité dans laquelle activité que nous exerçons du moins, afin même de subvenir à nos besoins. Le cas de Serigne Babacar Sy, bien qu'il soit un musulman, bien qu'il soit du moins un guide religieux, bien qu'il ait des talibés, se livre à des activités qui lui permettent de parvenir à ses besoins et d'aider son prochain. Il y a également le thème de l'entraînement. Donc, c'est à ce niveau que je voudrais dire clore mon intervention et vous remercie à nouveau. Merci beaucoup, M. Dia, pour cette pertinente et élégante intervention. Vraiment, apparemment, vous avez lu le livre, mais également vous l'avez compris, parce que vous n'avez fait que confirmer ce que M. Dia a déjà dit à propos du livre. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, nous allons procéder à la phase questions-réponses. Maintenant, s'il y a des élèves qui ont des questions, c'est le moment de les poser. Il y a également des collègues qui veulent poser des questions. Vraiment, à l'auteur, c'est le moment également de le faire. Parce que oui, c'est bon. Voilà, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Nous souhaitons la bienvenue à M. Géroul ainsi qu'à l'inspecteur Fouma. Alors, mon intervention, comme vous venez de le dire, monsieur le modérateur, tout à l'heure, alors, le docteur Ndiaye a lu l'œuvre littérairement, vous l'avez lu du point de vue philosophique. Quant à moi, maintenant, alors, je vais m'affaire un tout petit peu alors, à l'histoire. Dans la mesure où, alors, dans cet ouvrage, alors, on sent un tout petit peu de la géographie. De la géographie, surtout pour les élèves des classes de première, les migrations. Alors, les migrations qui sont tellement importantes, non pas seulement en histoire, en géographie autant pour moi, mais aussi en histoire. Là où est passé le professeur Cheikh Anta Diop pour montrer aussi, alors, à l'international, un tout petit peu de revenir sur ces différentes migrations. C'est vrai qu'on n'a pas lu l'ouvrage, mais Michel, qui a fait une migration légale, géographiquement parlant, quant aux autres, par exemple, qui venaient de l'Afrique, c'est des migrations volontaires qui sont poussées quelque part par le vouloir d'aller, alors exercer peut-être, je ne sais pas comment le dire, ne serait-ce que trouver des vies meilleures en Europe. Et là aussi, ma question porterait par exemple sur un tout petit peu, parce que durant l'intervention de M. Géroul,
il est revenu sur les accords européens, je ne sais pas, j'avais pas bien entendu. Et cela porterait un point seulement, par exemple, sur l'aspect économique. Et dans le livre, alors les résumés ou tous les thèmes qui ont été débattus ici, je n'ai pas entendu alors cet aspect économique. Pourquoi pas ne pas insister sur le sort de ces Africains une fois en Europe? C'est vrai qu'il y a Adama qui est revenu, je dirais même par exemple largement sur ça, en parlant un tout petit peu de ce qui a poussé les Africains à rallier l'Europe, mais aussi au-delà par exemple d'aller en Europe, ce qu'ils peuvent gagner et en plus par exemple ce qu'ils peuvent faire au pays d'origine. Donc je pense qu'on pouvait largement revenir sur le côté économique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gom, pour cette pertinente intervention. Alors, on a là une information. Il y a Serif Fallou Ning qui, par inadvertance, avait tombé sa carte d'identité. Serif Fallou Ning, si vous le connaissez. Serif Fallou Ning. Alors, si vous le connaissez, alors dites-lui que ok, d'accord. Bien. Alors, donc, je disais merci beaucoup à M. Gom pour cette brillante intervention. Alors maintenant, nous allons donner la parole à nos lectrices. Chacune d'elles a une question. Et je pense qu'on va terminer avec ces questions-là. Bonjour tout le monde. Bonjour M. Giraud. Merci beaucoup, chers, très chers invités. Permettez-moi, sincèrement, moi je n'ai pas de questions à poser, mais j'ai juste une contribution à faire et une suggestion vraiment à l'endroit des élèves. S'agissant de ce qu'on appelle l'importance de la lecture. Ok. Donc je voudrais vraiment faire une suggestion envers les élèves. Cette suggestion porte principalement sur l'importance de la lecture. Quand l'apprenant, il doit être toujours, constamment, n'est-ce pas, sur la quête du savoir. Et vraiment, pour y arriver, il lui faut vraiment beaucoup lire, beaucoup s'investir, comme l'a si bien souligné M. Sall. Dans un autre point de vue maintenant, je tenais à remercier à travers M. le proviseur du lycée, à travers ma modeste personne, je voudrais également remercier le gouvernement scolaire. Parce que toute cette organisation-là, c'est le gouvernement scolaire. À travers vraiment leur engagement, à travers leur détermination. Merci beaucoup. Je voulais juste venir à une question. Je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que les cultures peuvent-elles dialoguer sans se faire justice elles-mêmes, en adoptant des pratiques d'exclusion ou en érisant des valeurs des villes sanctuaires? Est-ce que vous pensez que les cultures peuvent-elles dialoguer sans se faire justice elles-mêmes, en adoptant des pratiques d'exclusion ou en érisant des villes sanctuaires? Merci. À quoi ce roman peut-il être lu ou vu comme un témoignage de vie? À quoi ce roman peut-il être lu ou vu comme un témoignage de vie? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous, M. Gérald. Bon, ma question était si vous deviez résumer
roman Le Baobab du cœur en une phrase ou citation, quelle serait-elle? Si vous deviez résumer le roman Le Baobab du cœur en une phrase ou citation, quelle serait-elle? Un très grand merci à vous pour toutes ces questions, cet intérêt à travers cet ouvrage. J'aimerais vous dire par rapport à votre démarche depuis tout à l'heure sur la lecture. Je peux vous faire une confidence. On est là pour ça, on est entre nous, hein. Jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai quasiment pas lu. Vous avez déjà moins de 17 ans, vous lisez. Parce que c'était pas possible. Parce que j'avais pas le temps, j'étais pas incité par la famille, peut-être que moi-même c'était pas tout de suite ma démarche. Et j'ai rattrapé le temps après. Mais pour dire que ne perdez pas de temps. Vous avez une chance. Vous la saisissez. Lisez de la poésie, des romans, comme on dit, des articles de presse, etc. C'est une richesse. J'ai dû rattraper après le temps perdu. Donc pour ça, pour moi, c'est très fondamental. La lecture fait partie du pain quotidien d'un être humain. Au même titre que votre riz, au même titre que pour moi, dans la culture, le pain. Alors le doute, je vis dans une société matérialiste. Je peux dire les choses comme elles sont. Je suis en France, en Europe, on est plus sur des biens matériels, sur des besoins de satisfaction immédiate, à la fois peut-être les maisons, les voitures, à l'emploi bien sûr, et puis aussi des biens divers et variés comme on y a eu une baisse au fil des années. Une richesse inestimable, c'est magnifique en ceci. Et ça, c'est la transmission. Modestement, j'ai voulu mettre le pied à l'étrier, à la fois les enseignants et les élèves. Michel, c'est tout dans le. Et donc, lui qui vient de cette culture fondamentale, la première fois, et il vient de passer son histoire, je dirais, sa démarche, mais inspirée par la poésie. Il a eu la franchise à un moment donné dans le roman. Alors, vous m'avez demandé de dire qu'il avait été dit. Une citation, moi je ne vais pas les inventer, hein, les citations. Je ne vais pas les inventer. Elles sont dans le livre. L'homme est le remède de l'homme, proverbe wolof du Sénégal. Celui qui cherche l'amour est recherché par l'amour, c'est Arriva Bakar Rimbaud. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai dans le cœur et qui m'ont transmis. Je finirai par cette dernière phrase qui est dans le livre. Michel va prendre l'avion, il va quitter votre magnifique pays, il va retourner en France, et voilà ce qu'il dit. Le temps est venu de quitter le Sénégal et de rêver. L'avion roule, s'élance, décolle, plane au-dessus de la terre des couleurs, la terre de l'accueil, la terre de l'amitié. Je vous remercie beaucoup pour votre amitié, votre accueil, vos visages, vos sourires. Je n'ai pas de mots pour vous remercier. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
Merci beaucoup, monsieur Patrick Géron. Je pense que les questions ont été bien répondues. Maintenant, on va commencer cette conférence-là. Et avant, monsieur le proviseur me signale à une fille qui a écrit un très beau poème. Je pense qu'elle se trouve en terminale L2C. Je crois qu'elle s'appelle Pape Diouf. Maintenant, si Pape Diouf est là, qu'elle vienne pour nous lire son beau poème. Voilà, sinon, donc, on va donner la parole à l'inspecteur Fouba avant que aussi le proviseur de la faire par la suite. Bon, je pense que je ne vais pas être long. Vraiment, je crois que c'est un super monstruement de remerciements. Et surtout, vous remercier encore une fois de plus vraiment pour votre accueil et pour votre vraiment patience. Proviseur, félicitations à tout le monde. Voilà, merci. Merci d'abord pour l'accueil, comme l'a dit l'inspecteur Fouman. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons vécu une cérémonie mémorable. En témoigne la forte présence des filles. Donc ça montre effectivement qu'il y a un défi majeur qui est en train d'être réalisé par l'école sénégalaise. Donc c'est non seulement l'accès des filles à l'école, mais le maintien. Donc nous remercions les élèves de forte mobilisation. Nous remercions également le corps professoral. Je pense que les différents professeurs qui sont intervenus ont montré effectivement l'intérêt qu'ils ont accordé, n'est-ce pas, à l'ouvrage et au-delà même au projet de M. Géraud. Nos remerciements vont à l'endroit du proviseur. Je le disais tantôt, je pense que le lycée Bambey Serer fait figure de modèle. En témoigne l'environnement. Et donc c'est un modèle qui mérite d'être étendu aux autres établissements. Je terminerai par remercier M. Géraud. En fait, ces remerciements, je dirais que c'est à double dimension. D'abord, par l'ouvrage qu'il a écrit. Parce qu'il donne une autre image de l'Afrique, et en particulier de Bambey. Parce qu'il y a l'adage qui dit que ce qui se fait pour vous et sans vous se fait souvent contre vous. Et l'intérêt de cet ouvrage, c'est-à-dire qu'il est parti de nos réalités. Il a écrit l'ouvrage avec les gens de Bambey, de la contrée. Et donc c'est ce qui donne un peu la portée à l'ouvrage. Il a non seulement écrit un ouvrage, et on peut à juste titre dire qu'il est devenu un ambassadeur du Sénégal, un ambassadeur de Bambey Serer. Mais il ne s'est pas limité à cela. Il a également accompagné dans l'implication des élèves pour gérer leur propre établissement. Parce que la politique de l'État, actuellement, c'est l'école de la communauté. L'État veut pousser la communauté à s'approprier de l'école. Et je pense que par le projet qu'il a mis en œuvre, il a vraiment donné une occasion extraordinaire à l'établissement pour se prendre en charge. J'associe à ces remerciements Marguerite, comme vous l'avez dit, elle est devenue une citoyenne d'adoption parce que depuis 20 ans, elle s'investit effectivement pour Bernadette. Voilà, Bernadette, depuis 20 ans, elle s'investit, n'est-ce pas, pour effectivement faire décoller la localité. Donc vraiment, l'inspection d'académie, comme l'a dit l'inspecteur Kouma, se réjouit de ces cérémonies et espère qu'on aura d'autres occasions pour perpétuer effectivement les œuvres de cette année. Je vous remercie. Merci, inspecteur. Alors, peut-être un mot de la fin. Ce sera juste un mot de remerciement à l'endroit de Patrick, qui est aujourd'hui donc à l'honneur, et de Marguerite aussi, mais surtout aussi au nom des autorités, parce que l'inspecteur Kouma, comme l'inspecteur, représente ici l'inspecteur d'académie, M. Niang. Donc à ce titre, ce sont également donc, nos supérieurs, comme on dit, dans l'administration.
ils sont venus aujourd'hui nous accompagner dans cette activité. N'est-ce pas? Je pense que la présence de l'inspecteur Mouma est suivi, mais l'inspecteur a tenu aussi à venir avec lui pour effectivement voir ce qui se fait de beau dans ce lycée. Alors je pense qu'ils seront nos ambassadeurs auprès de l'inspecteur pour effectivement nous accompagner dans ce que nous faisons. Parce que également nous voulons que le lycée soit un foyer culturel. On ne va pas s'arrêter à une seule conférence pour cette année, nous pensons à d'autres conférences. L'inspecteur, comme on l'a dit, c'est un spécialiste de des conférences. Il en a animé beaucoup. Et aujourd'hui, il a pas au titre de l'auteur, mais il est déjà depuis. Donc c'est quelqu'un avec qui vraiment j'ai beaucoup travaillé. Mais également très disponible et accessible. Alors, à l'endroit maintenant du gouvernement scolaire et de son coordonnateur tout ce travail-là a été fait avec une concertation. Notre réunion pour aboutir à cette rencontre qui est vraiment peut-être l'une des plus réussies que nous avons eu à faire ici depuis 12 ans. Parce que depuis octobre 2013, ce lycée fonctionne. Mais depuis le cours de la Covid, nous n'avons pas pu faire d'animation culturelle, faute effectivement de temps et des fois même de moyens. Et nous nous sommes dit cette année-ci, nous n'allons pas nous limiter à cette conférence, nous pensons à d'autres conférences, mais surtout également à un week-end culturel que nous allons organiser dans cet établissement. Et aujourd'hui, nous inviterons tous nos partenaires à venir assister à cela. Alors, à l'endroit des élèves de DCM et de mon collègue principal là-bas, qui est ici avec nous, parce que aussi c'est notre voisin le plus immédiat, il est à 10 mètres du mur de notre établissement. Il est venu aujourd'hui assister à la rencontre et ses élèves sont là. C'est voilà pour le principal Bob du CM Ibrahima Thiaw. Et je dis encore une fois, c'est ça l'éducation. Il n'y a pas de cloison. Ces DCM, ce sont deux élèves qui viennent effectivement ensuite dans nos classes de seconde et également poursuivre leur scolarité ici. C'est pourquoi il faudrait que effectivement qu'on travaille ensemble. Heureusement qu'ils l'ont très bien compris et nous se retrouvent au jour le jour. Alors, pour tous les autres maintenant, on se donne rendez-vous dans très bientôt pour une autre activité, donc d'envergure. Merci beaucoup.